Le 30 octobre, la Russie a lancé une salve de missiles hypersoniques Kinzhal d'une valeur de 200 millions de dollars sur Kiev. L'un de ces missiles a frappé un hôpital de maternité entraînant la mort de 14 civils. La réponse de Kiev ne fut pas une riposte immédiate. La décision fut prise de contourner les représailles directes. Le 30 octobre, la Russie a lancé une salve de missiles hypersoniques Kinzhal d'une valeur de 200 millions de dollars sur Kiev. Les renseignements avaient identifié un point faible, l'oléoduc Koltsoï. Ils connaissaient aussi le moment précis où sa capacité atteindrait son maximum absolu, avec 7 millions de tonnes de carburant sous pression. Le plan nommé Operation Serpent's Head consistait à utiliser une douzaine de drones FPV d'une valeur totale de 4 800 dollars pour transformer l'approvisionnement russe en une vulnérabilité critique. L'objectif était de s'attaquer à la source même de l'effort de guerre russe, le carburant alimentant ses missiles et ses chars. Les renseignements avaient identifié un point faible, l'oléoduc Koltsoï. Ils connaissaient aussi le moment précis où sa capacité atteindrait son maximum absolu, avec 7 millions de tonnes de carburant sous pression. Les renseignements avaient identifié un point faible, l'oléoduc Koltsoï. Ils connaissaient aussi le moment précis où sa capacité atteindrait son maximum absolu, avec 7 millions de tonnes de carburant sous pression. 1 heure locale. Le toit du camion Kamaz se rétracte. Il ne se déplace pas en une seule unité. Le groupe se divise immédiatement en 2 formations, exécutant une tactique préprogrammée. 8 des drones montent à une altitude plus élevée, signalant intentionnellement leur présence. Ils commencent à émettre des signaux leur, imitant l'empreinte électronique de drones Shahed de fabrication iranienne. Leur but est simple, attirer l'attention des systèmes de guerre électronique russes. Pendant que la défense antiaérienne russe se concentre sur les leurs en haute altitude, les 4 véritables drones d'attaque descendent au ras du sol en suivant le relief. Leur intelligence artificielle embarquée commence à fournir au système radar S-400 des données GPS manipulées. Pour les opérateurs russes, ces 4 drones apparaissent à l'écran comme une volée d'oiseaux inoffensive, suivant une trajectoire de vol naturel. À l'intérieur du camion, l'opérateur surveille les 2 groupes sur ses écrans. Il observe les leurs occuper avec succès les défenses russes, créant ainsi la fenêtre d'opportunité nécessaire. Il sait grâce aux renseignements que l'oléoduc est à pleine capacité. L'ensemble du plan repose sur ce moment de diversion. 3 heures locales. La première contre-mesure russe intervient à une distance de 12 miles. Un système de défense antiaérienne Pansir S1 ouvre le feu. Ces 2 canons de 30 mm projettent 4000 obus par minute dans un déluge de balles traçantes. Un premier drone leur est vaporisé. Un second est déchiqueté quelques instants plus tard par un mini-missile. Dans un bunker russe, les opérateurs voient 2 cibles hostiles disparaître de leurs écrans. Une défense réussie, mais ils ignorent avoir commis une erreur critique. Chaque tir, chaque lancement de missile est une transmission massive des coordonnées GPS exactes du Pansir. Ils n'ont pas seulement abattu 2 drones, ils venaient de révéler leur position précise aux opérateurs ukrainiens. Pendant ce temps, qu'en est-il du système principal? S-400, son puissant radar, détecte bien les 4 drones d'attaque à basse altitude. Cependant, la sophistication du système S-400 est aussi sa faiblesse. Le brouillage par IA rend la trajectoire des drones si naturelle, si semblable à celle des oiseaux que l'algorithme du S-400 les classe comme un écho biologique non pertinent et les ignore simplement. Dans le camion Kamaz, l'écran de l'opérateur s'illumine d'une nouvelle icône, une position ciblable confirmée pour le Pansir. Les Russes pensaient avoir remporté une victoire. En réalité, ils venaient de se désigner comme la prochaine cible. Dans le bunker de commandement du S-400, la situation devient chaotique. L'écran principal est saturé d'icônes rouges clignotantes. Les 8 drones leur créent une perturbation électronique majeure. Le logiciel de priorisation automatisée des menaces est ralenti, submergé par le volume de fausses cibles. Un ordre est donné, concentrer le feu sur le groupe en haute altitude. Ignorer le fouillis au sol. Par cette seule commande, le sort de l'opération est scellé. Il s'agit d'une attaque par saturation simulée. L'Ukraine n'essaie pas de détruire le S-400, elle exécute une attaque par déni de service, mais visant le cerveau des opérateurs. Le système S-400 peut suivre 300 cibles,
Mais les opérateurs ne peuvent en traiter et en engager qu'une poignée à la fois. En créant un problème visible et impossible à ignorer, l'Ukraine oblige les opérateurs russes à se concentrer en altitude, créant un angle mort en dessous. Dans cet angle mort, les 4 drones d'attaque sont maintenant à moins de 2000 de l'oléoduc. Un faisceau radar du squatre 100 les balaye. Pendant une fraction de seconde, leurs signatures apparaissent sur l'écran d'un technicien, mais disparaissent aussi vite. L'algorithme du système conçu pour filtrer les faux positifs vient de faire son travail parfaitement. Il a identifié 4 petits objets volant bas, avec des trajectoires erratiques, et les a correctement classés comme éco-biologiques, une volée d'oiseaux. C'est l'échec et mat. Premièrement, les drones exploitent la physique. En raison de la courbure de la Terre, ils volent sous la ligne de visée minimale du S-400. Ils se cachent littéralement derrière l'horizon. Deuxièmement, ils exploitent la logique avec le brouillage par IA. Ils ne se contentent pas de se cacher, ils mentent activement au radar, confirmant l'hypothèse du système selon laquelle ils sont inoffensifs. De retour dans le camion Kamaz, l'opérateur voit tout se dérouler. Il voit le radar russe ignorer ses drones. Il voit le Pansir tirer encore inutilement vers le ciel. Depuis son poste de commandement mobile et dissimulé, il a une vue d'ensemble sur sa propre manœuvre de diversion. 5 heures locales. Le plan fonctionnait parfaitement. Et c'est à ce moment que tout a commencé à se compliquer. Le premier problème était une conséquence directe de leur propre succès. L'épave du drone leur abattu par le Pansir n'avait pas disparu. Les débris enflammés, mélange de batteries lithium-ion et de plastique fondu, se sont écrasés dans un champ de maïs sec en contrebas. Un incendie intense s'est déclaré, produisant une épaisse fumée noire que le vent a immédiatement rabattue sur la trajectoire de vol à basse altitude. Pour le pilote du drone d'attaque, suivant sa vision nocturne parfaitement claire, s'est soudainement transformé en un écran de fumée noire et opaque. Il volait à l'aveugle. Sa brillante approche à basse altitude venait d'être sabotée par les débris de son camarade tombé au combat. C'est à ce moment que la défense étagée de la Russie a finalement porté un coup efficace. Alors que le drone montait instinctivement de quelques mètres pour échapper à la fumée, il a momentanément dépassé la ligne d'horizon. Pendant une fraction de seconde, il est devenu visible pour un autre système radar spécialisé, le Podletcon. Ce n'était pas le radar principal Squatre 100, mais un système complémentaire dédié à la basse altitude, conçu spécifiquement pour détecter les menaces que le système principal pourrait manquer. Le Podletcon n'a pas hésité. Il a émis un signal de brouillage de haute intensité sur un large spectre. Ce n'était pas une attaque de leur GPS sophistiqué, mais une attaque électronique par force brute. L'effet a été instantané. À l'intérieur du Kamaz, 2 des 4 flux vidéo des drones d'attaque principaux ont vacillé, puis se sont éteints, remplacés par un écran de statique. La liaison sans fil était coupée. L'opérateur a vu la moitié de sa force d'attaque être neutralisée électroniquement. Et la situation était sur le point d'empirer. Le Pansir, qui n'était plus distrait par les leurs, avait maintenant une nouvelle cible réelle. Grâce au Podletcon, il a verrouillé le 3e drone d'attaque, celui qui était sorti de la fumée. Un missile a quitté les rails. Cette fois, il n'y a pas eu d'erreur. Le drone a disparu dans une explosion silencieuse et lointaine sur l'écran de l'opérateur. 3 des 4 drones d'attaque étaient maintenant hors de combat. L'ensemble de l'opération, fruit de mois de renseignements et de planification, reposait désormais sur un seul drone de $400. Mais c'est ici qu'un avantage décisif a été révélé. Le dernier drone restant, qui volait sous contrôle sans fil, a soudainement déroulé un filament quasi invisible depuis une micro-bobine sous son châssis. Il s'agissait d'un seul brin de câble à fibre optique, plus fin qu'un cheveu humain mais capable de transporter des données de contrôle et vidéo non compressées. On peut brouiller les ondes radio, on peut leurrer un GPS, mais on ne peut pas brouiller un faisceau de lumière dans une fibre de verre. L'attaque électronique russe était désormais inefficace. La connexion a été rétablie parfaitement stable et totalement indétectable. Pour les Russes, le drone était toujours un fantôme. Mais pour l'opérateur, c'était maintenant une extension directe et filaire de sa propre volonté. Il n'était plus un pilote. Il était un tireur à la première personne dans une opération de très haute valeur. Le drone, désormais sous son contrôle direct et non brouillable,
a replongé dans le champ de maïs utilisant les hautes tiges comme couverture. Les données de renseignement étaient claires, l'oléoduc était à son pic de pression absolue, une bombe à retardement colossal attendant un détonateur. Et son drone était maintenant ce détonateur, 2 zept heure locale. Avec la liaison par fibre optique sécurisée, les 100 derniers mètres ont été une démonstration d'agression contrôlée. Le drone, une silhouette floue en fibre de carbone, a traversé les dernières tiges de maïs et a débouché dans la clairière. La cible était là. Un nœud de 3 énormes tuyaux d'acier, le cœur de l'installation, vibrant sous l'immense pression. La cible était la vanne de pression centrale, un assemblage complexe d'acier et de rivets. L'opérateur a pris une dernière inspiration. Approche finale autorisée, a-t-il murmuré dans son micro. Il a poussé les commandes vers l'avant, engageant le drone dans sa course kamikaze. À ce moment, une nouvelle menace est apparue. À travers la fente blindée de la fenêtre arrière du Kamaz, une paire de phares a percé l'obscurité. Puis une autre, et enfin la silhouette menaçante d'une unité mobile Pansir. Ils n'étaient qu'à 800 mètres et se rapprochaient rapidement. Leur position était compromise. Phase 3, a crié l'opérateur. On y va, on y va, on y va. Le moteur diesel du Kamaz a rugi. Le camion s'était lancé sur un chemin de terre boueux. Alors qu'il s'éloignait dans l'obscurité, l'opérateur a activé leur dernière arme défensive, le brouilleur GPS. C'était l'équivalent numérique d'une fausse indication. Vous êtes ici sur une carte. Pour le réseau de commandement russe, le camion Kamaz n'avait pas seulement disparu. Son icône s'était téléportée, apparaissant maintenant dans la ville de Tula, à 120 miles au sud. Derrière eux, une salve de canon de 30 mm a éclaté depuis le Pansir. Les traceurs ont déchiré la nuit, mais ils visaient la dernière position connue du camion, touchant sans danger les pines de la forêt. Pendant que son équipe exécutait son évasion, la concentration de l'opérateur restait verrouillée sur le flux vidéo. Le drone était maintenant sur une trajectoire parfaite et inaltérable. Au niveau de l'oléoduc, la scène était chaotique. Les quelques gardes russes restants, réalisant enfin que la menace n'était pas dans le ciel, mais au sol, couraient en panique. Plus haut, le système Squat-100, désormais complètement aveugle au danger réel, continuait de lancer des missiles d'1 million de dollars sur les fantômes des leurs. La caméra du drone affichait le compte à rebours dans le coin de l'écran. 10 secondes. Le camion s'est arrêté brusquement à un point de rendez-vous prédéterminé. L'équipe a sauté du véhicule courant vers une Lada anonyme qui les attendait. Le dernier homme a jeté une grenade thermite dans la cabine du Kamaz. Un dernier acte de sécurité opérationnelle pour réduire leur centre de commandement à un tas de métal en fusion. Dans la voiture de fuite, l'opérateur regardait le flux sur une tablette renforcée. Le drone n'était plus qu'à quelques mètres. L'image était si nette qu'il pouvait distinguer les rivets sur la vanne d'acier et la façon dont l'air glacial s'était cristallisé sur le métal. La dernière chose qu'il a vue était le reflet du capteur d'approche de son propre drone sur l'acier froid et incurvé du tuyau. Puis l'écran est devenu noir. 8 heures locales. De la sécurité de la voiture, en fuite, le dernier ordre de l'opérateur a été un seul mot: release. Le dernier drone FPV pesant 1 kg a foncé à plus de 220 km/h. Son système de guidage par IA était verrouillé sur les coordonnées WGS-424 de la vanne de pression centrale, une cible pas plus grande qu'une assiette. L'impact n'a pas été une simple collision. Ce fut une injection chirurgicale de chaos. La charge creuse d'une livre sur son nez a percé le treillis anti-drone comme du papier, puis le boîtier en acier de 1-2 cm du tuyau lui-même, à exactement 15 cm de la vanne principale. L'explosion n'a pas seulement eu lieu, elle a déclenché un effet dévastateur. Ce n'était pas seulement une explosion, c'était une leçon de physique. Le détonateur a été réglé avec un délai précis de 0,8 secondes. La raison, la cible, n'était pas la paroi de l'oléoduc, mais son flux sanguin. La pression a atteint 1000 livres par pouce carré. L'énergie de la charge a été instantanément piégée à l'intérieur des 3 tuyaux en acier. Sans issue, l'onde de pression est devenue une force captive, rebondissant sur les parois intérieures et multipliant sa propre puissance destructrice. Le système circulatoire de l'oléoduc a subi une défaillance catastrophique et instantanée. L'onde de choc a pulvérisé la vanne principale et a déchiré les soudures d'acier comme si elles étaient en aluminium. Le sol s'est soulevé
et un cratère de 30 mètres de large s'est ouvert engloutissant un bunker de garde voisin. Un geyser de kérosène atomisé s'est enflammé en une boule de feu qui a vaporisé les lignes électriques et de données souterraines. Le système nerveux de l'installation était mort. Le coût humain a été immédiat. 12 gardes russes dans les bunkers environnants ont été neutralisés. Le chaos a éclaté lorsque le FSB a établi un bouclage strict de tout le district. Mais les sirènes et les démentis officiels n'étaient qu'une mise en scène futile. 4 heures plus tard, un satellite américain a capturé 12 images très claires des conséquences. Le cratère de 30 mètres correspondait au modèle prédictif de l'IA avec une précision saisissante. La mission était confirmée. L'effondrement n'était pas localisé. C'était une hémorragie systémique qui s'est propagée à travers toute la machine de guerre russe. À l'intérieur du centre de contrôle, les techniciens ont regardé leurs écrans avec horreur, alors que 7 millions de tonnes de carburant disparaissaient simplement du réseau. Les manomètres sont tombés à zéro. Le cœur du réseau était à l'arrêt. Ce silence numérique a été le premier symptôme d'une paralysie qui a rapidement atteint les lignes de front. Les chasseurs Su-35 ont été les premiers affectés, leur sortie étant annulée. Puis les divisions blindées ont commencé à s'immobiliser. 1 millier de chars 90X fonctionnaient soudainement avec des réserves limitées. La paralysie s'est propagée en amont de la chaîne d'approvisionnement, alors que les convois de carburant restaient immobiles, leurs chauffeurs, attendant des ordres qui ne viendraient jamais. Cela a créé un vide de commandement de 72 heures, une fenêtre d'opportunité que l'Ukraine a exploitée avec une efficacité redoutable, lançant des contre-attaques sur 5 fronts contre un ennemi soudainement à court de carburant. L'onde de choc ne s'est pas arrêtée là. Elle a atteint le Kremlin, et le prix intérieur de l'essence a bondi de 15% en une nuit, une secousse du séisme économique à venir. L'attaque contre l'oléoduc Kolsoy a démontré l'impact stratégique d'opérations asymétriques. La question demeure: quelle sera la prochaine cible de grande valeur pour de telles tactiques? Le pont de Kerch, une base navale spécifique ou un centre de données critiques du Kremlin? L'avenir du conflit pourrait dépendre de la réponse.